Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Deville, que vous connaissez certainement si vous êtes kinésithérapeute et que vous suivez l'agence EBP. Guillaume Deville est kinésithérapeute, il est formateur en entretien motivationnel et aussi pour d'autres formations auprès de l'agence EBP. Et il tient également, alors la liste est longue, un blog, un vlog, un podcast qui est un petit peu plus long que le nôtre. On est très heureux aujourd'hui de le recevoir dans Le Temps d'un Lapin. Pour nous parler d'une étude qu'il a réalisée avec le soutien de Joe Gibson, Jérémy Lewis et Mathieu Guéman. Bonjour. Ou bonsoir. Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Bonjour Vincent, bonjour Guillaume. Bonjour à tous les deux. Bonjour tout le monde. Guillaume, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours de kinésithérapeute ? Oui, bien sûr. Alors, je suis kiné. J'ai été diplômé à l'école de Bordeaux en 2005. J'ai fait 2 ans de foot professionnel à plein temps. Et ensuite, je suis allé travailler en libéral. Je suis rentré dans ma région, la Charente, pour travailler en libéral. Voilà, depuis, je travaille en libéral, j'étais assistant, j'ai eu mon cabinet, j'étais associé. Et depuis quelques mois, je n'ai plus de cabinet, mais je travaille avec des médecins généralistes dans le cadre d'une pratique un peu particulière qui est financée par un pôle de santé. D'accord. Avec un domaine de consultation spécialisé ou... En fait, l'idée, c'est d'aider les médecins généralistes à orienter les patients qui ont des troubles musculo-squelettiques et à les aider à moins prescrire d'imagerie, éventuellement moins prescrire de médicaments. Et l'idée, c'est pas forcément moins, mais à ajuster, à affiner ça. Voilà, je suis tombé sur des médecins qui sont intéressés par nos compétences à nous, kinés, pour les aider dans leur pratique à aider leurs patients. Voilà. Ça doit être super. C'est vraiment top, ouais. J'ai beaucoup de chance. Et du coup, au-delà de ce travail qui a l'air du coup passionnant, et j'aimerais bien qu'un jour tu nous en dises un peu plus, toi, dans le cadre de ta collaboration avec l'agence EBP, tu as pu publier une étude ? Alors oui, en définitive, un truc aussi que j'ai oublié, c'est que je suis en cours de master avec l'université de Brighton. C'est un master dont l'intitulé est Physiotherapy and Education, donc kinésithérapie et éducation. Et en définitive, l'article que j'ai publié là, c'est le résultat d'un travail que j'ai réalisé pour valider un des modules. Donc tu as publié un article dans Kinésithérapie la revue donc en 2019. Tu l'as intitulé Développement d'un outil d'aide pour la prise de décision partagée en cas de douleur d'épaule associée à une déchirure non traumatique de la coiffe des rotateurs. Au-delà du travail pour ton mémoire, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur ce sujet-là ? Quel était ton objectif quand tu as commencé à travailler sur cette question ? Il y avait des manques auxquels tu voulais répondre ? Qu'est-ce qui t'a orienté au démarrage ? Au début, alors j'avais la chance d'avoir un module, c'était un module de mon master où on pouvait choisir vraiment le thème de notre travail. C'était quelque chose qu'on pouvait faire voilà, très librement. Et en fait, moi, j'ai eu régulièrement une frustration dans la clinique avec des patients qui venaient me voir, qui avaient mal à l'épaule, ou du moins dans la région de l'épaule, qui avaient passé des imageries et dans lesquelles on avait vu parfois des déchirures de coiffe, mais non traumatiques, et pour lesquelles, en faisant des interventions parfois ciblées à l'épaule, parfois ciblées même au niveau du rachis cervical, on arrivait à améliorer complètement les symptômes, à leur faire reprendre une fonction complète, toutes leurs activités, même à faire des choses plus dures qu'avant, etc. Et j'ai eu quelques patients dans cette situation-là qui se sont quand même fait opérer. Et donc j'ai ressenti énormément de frustration par rapport à ces situations-là. Je me disais que j'étais pas capable de leur transmettre des connaissances sur le sujet et de les rassurer suffisamment pour ne pas qu'ils se fassent opérer alors qu'a priori c'était pas nécessaire. Et d'autant plus que en faisant des cours sur l'épaule avec différents formateurs, je voyais que la littérature confirmait que en cas de déchirure non traumatique, la chirurgie, pour la majorité des gens, c'est pas vrai pour tout le monde, mais pour la majorité des gens,
n'offre pas de meilleurs résultats que la kinésithérapie. Donc voilà, je me suis dit, j'avais besoin de quelque chose qui puisse mieux informer les patients. Moi, j'ai retenu, et j'en ai parlé dans un précédent podcast, ce que tu disais par rapport à la façon de réagir quand un patient te propose un choix qui, toi, aux données de la science que tu connais, a l'air d'être inadapté. Et j'avais beaucoup aimé ta formulation et je continue à aimer ta façon de présenter les choses dans l'idée que tu veux les aider à choisir, mais pas forcément à partir de tes biais, mais à partir de ce qu'on sait et de ce que la science dit, de ce qui va pouvoir se faire. D'ailleurs, ça apparaît quelque part dans l'étude où il est marqué que donc c'est Mintz et Lowe qui ont constaté que les cliniciens peuvent avoir de l'influence et diriger les patients vers une stratégie thérapeutique, même si on essaye de rester neutre. Et je suis complètement d'accord avec cette affirmation. Et moi, c'est quelque chose que je dis toujours à mes patients, c'est que dans ce que je leur dis, j'ai toujours ma vision de rééducateur. Et donc, forcément, pour moi, la rééducation aura toujours plus d'intérêt que de réaliser une chirurgie. Parce que j'ai mes biais de sélection qui font que je retiens plus facilement les études qui montrent la supériorité la non-infériorité de la rééducation par rapport à la chirurgie. Et que du coup, mon regard est biaisé et que c'est bien aussi qu'ils aient le regard du chirurgien qui aura son point de vue et des choses à leur proposer. Ouais, bah en fait, là, il y a pas mal de points que vous soulevez là. En définitive, qu'est-ce qui me vient en premier par rapport à ça? Déjà, le fait d'être centré patient. Donc, en définitive, effectivement, si on fait passer nos préférences avant celles du patient, peut-être qu'on n'est pas, enfin, on n'est clairement pas centré patient, on n'est peut-être pas en train d'aider au mieux par rapport à ce qui est important pour lui. Et c'est quelque chose qui est vraiment très difficile. C'est un concept, je pense, qui est relativement facile à comprendre. Maintenant, à vraiment appréhender et à appliquer en pratique, c'est très difficile parce que, notamment, on a des moyens pour aider nos patients et que ces moyens, ils sont importants pour nous. On y croit et c'est important qu'on y croit, autrement, ce serait dur de s'investir autant dans notre travail. Du coup, on avait dû passer ça, et puis du coup, on peut se retrouver avec un patient qui avait un discours différent de la part du chirurgien. Et dans l'étude que vous avez mentionnée tout à l'heure de Mintzlaff, en fait, c'est une étude qualitative où effectivement, ils se sont rendus compte que le discours des professionnels de santé avait eu une influence sur le choix des patients. Mais malheureusement, c'était un discours qui était relativement directif. Avec pas mal de menaces de si vous faites pas ça, il y aura ça. Et donc, du coup, essayer de convaincre le patient en leur faisant peur, c'est clairement pas une façon d'être centré sur ce qui est important pour eux et peut-être d'être honnête avec eux. Donc ça, oui, ça c'est quelque chose de difficile. Et en définitive, là, l'intérêt de l'outil, c'est vraiment de pouvoir donner accès aux patients à des informations qui comportent le moins de biais possible et de l'accompagner dans le fait de les analyser en accord avec ce qui est important pour lui. Une des idées derrière cet outil-là aussi, c'est qu'il puisse être partagé. Alors déjà, il y avait le fait que ça puisse être compréhensible par le patient en termes de langage utilisé. Le fait qu'il puisse être partagé et qu'il puisse partir avec pour en discuter avec ses proches, voire avec d'autres professionnels de santé, qu'il se fasse sa synthèse à lui, tout ce genre de choses. Et puis après, il y a quand même, il reste quand même une limitation, comme tu le disais, Vincent, malgré ce souci que j'essaye d'avoir d'être patient-centré, de ne pas influencer. Dans la conception de cet outil, je l'ai fait moi, je suis kinésithérapeute, j'ai été accompagné par des kinésithérapeutes. Et donc, probablement, comme en plus, comme je répète, je n'ai pas réalisé de revue systématique, une revue de la littérature relativement exhaustive, mais non systématique, il est possible que des informations aillent plus en faveur de la rééducation que de la chirurgie. Et d'ailleurs, c'est mentionné dans les limitations de l'article, comme quoi, pour aller plus loin, peut-être une prochaine étape, ce serait d'impliquer d'autres professionnels de santé, peut-être des chirurgiens, peut-être des médecins qui n'ont pas spécialement forcément de biais vers la rééducation ou vers la chirurgie, et d'élargir en fait la recherche pour rendre ce truc-là encore plus honnête. Et en sachant en plus que les articles que j'ai inclus, ils ont été publiés en 2017 ou avant.
Donc, voilà, avec l'avancée des connaissances, il peut y avoir des notions supplémentaires qui s'ajoutent. J'espère qu'on aura des retours des non-kinés qui nous écoutent et éventuellement des médecins qui iront peut-être voir à quoi l'outil ressemble et comment est-ce que ça peut, eux, les accompagner dans leur exercice quotidien. Avant de nous dire ce qu'il y a dans ton outil exactement, est-ce que tu pourrais nous redéfinir pour ceux qui nous écoutent ce que c'est une prise de décision partagée? Je pense qu'on l'a déjà un petit peu dit. Et surtout, parce que tu en parles beaucoup, en quoi est-ce que ton outil peut nous aider dans la balance décisionnelle? Alors, en définitive, le concept de prise de décision partagée, c'est de se dire que il y a 2 experts, il y a le patient et il y a le praticien. Et donc, le patient, il vient avec une préférence de traitement, souvent. Alors parfois non, hein, mais régulièrement il a une préférence de traitement. Donc là en l'occurrence, si il a mal à l'épaule et qu'on l'a informé, il a fait des examens d'imagerie et qu'il sait qu'il a une déchirure de coiffe, vous avez des patients qui vont se dire moi je veux tout faire pour éviter l'opération. Et puis il y en a d'autres qui vont se dire de toute façon vu que j'ai un tendon déchiré, il faut que je me fasse opérer. Donc ils arrivent par exemple avec l'une ou l'autre préférence. Donc l'idée c'est de mettre le patient suffisamment à l'aise, donc de créer une relation thérapeutique suffisamment bonne pour que le patient se sente à l'aise pour nous dire ce qu'il pense réellement, voilà, qu'il puisse être honnête avec nous. Et ensuite partir de ses préférences initiales et avoir une discussion avec lui comme quoi par rapport à ce problème-là, il existe différents traitements. Et donc du coup, cette stratégie-là, elle est adaptée surtout lorsque il y a plusieurs traitements qui, a priori, d'après la science, offrent à peu près les mêmes bénéfices. Et donc du coup, de lui dire, voilà, il y a plusieurs traitements qui existent, qui aident à peu près autant les gens, en moyenne. Et donc du coup, est-ce que vous voulez qu'on en discute et ensuite, donc, d'être en capacité de lui transmettre des informations les plus à jour possibles, les plus complètes possibles, mais d'une manière qui va lui permettre de les comprendre. Donc vraiment accessible, voilà, pour qu'il puisse lui bien faire une idée et confronter ses valeurs à lui avec ces données-là qui sont les plus solides possibles par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui. Et donc l'aider à construire un choix, on va dire, informé sur son mode de prise en charge. Et la balance décisionnelle, du coup, c'est pour lui ou c'est pour nous? Alors, l'histoire de la balance décisionnelle, ça c'était un choix de ma part de l'intégrer dans cet outil. Il n'y a pas forcément de balance décisionnelle dans tous les outils d'aide à la prise de décision partagée. Alors après, tous les outils d'aide, comme je mentionne dans l'article, le problème c'est qu'en rééducation musculo-squelettique, il n'y en a quasiment pas. Mais ce concept-là existe dans beaucoup d'autres champs de la santé et avec du matériel du coup pour pouvoir aider les patients et aider les praticiens à aider leurs patients. Et donc en définitive, là, moi j'ai choisi d'utiliser une balance décisionnelle pour aider le patient à peser le pour et le contre. Et donc dans ma balance décisionnelle, j'ai eu la chance d'avoir cet article, cette étude qualitative dont on parlait tout à l'heure, où en fait ils avaient demandé à des patients à qui on avait attribué un traitement dans une étude par rééducation et à d'autres patients à qui on avait attribué un traitement chirurgical, mais qui avaient décidé de changer de traitement. Donc ceux à qui on avait attribué un traitement rééducatif qui avaient décidé de se faire opérer, et l'inverse. En fait, il y a une étude qualitative qui a été réalisée pour essayer d'explorer les raisons qui leur avaient fait changer d'avis. Et donc, du coup, moi, j'ai pu me servir de ces différentes raisons en partant du principe que c'était des données scientifiques qui nous donnaient des informations sur les raisons habituelles des patients de choisir la chirurgie ou la rééducation. Et je les ai répartis dans un tableau à 4 cases avec des colonnes qui sont les avantages de faire de la rééducation, les avantages de ne pas faire de rééducation, les avantages de faire de la chirurgie et les inconvénients de faire de la chirurgie. Donc un tableau avec 4 cases avec avantages kiné, avantages chirurgie et inconvénients kiné, inconvénients chirurgie, ce sera plus clair. Et donc, du coup, j'ai réparti des raisons que j'avais retrouvées dans ce tableau-là.
Et l'idée, c'est de pouvoir avoir quelque chose de visuel avec le patient et de lui dire, voilà, ça c'est des raisons habituelles pour des patients, lesquelles vous semblent pertinentes pour vous, et sur lesquelles vous avez besoin de plus d'informations, sachant que dans le tableau, il y a déjà une mention comme quoi les raisons avancées est plutôt vraie d'après ce qu'on connaît de la science aujourd'hui, ou la raison avancée est plutôt fausse d'après ce qu'on connaît de la science aujourd'hui. Voilà. Et donc, pouvoir en discuter avec le patient et pouvoir éventuellement lui proposer plus d'informations qui justifient pourquoi on se permet de dire que c'est plutôt vrai ou plutôt faux, et l'aider à peser des pour et des contre pour prendre sa décision. Du coup, en fait, ton outil, finalement, qui s'intitule « J'ai une déchirure dans les tendons de ma coiffe, quel traitement dois-je choisir ?» En fait, tu as fait la première page sur l'aide à la décision partagée en disant « Il existe 3 traitements. » Oui. Et voilà les 3 possibilités. Et cette deuxième page avec la balance décisionnelle, les raisons pour lesquelles les patients préfèrent la rééducation ou la chirurgie habituellement sont de cet ordre-là. Est-ce que c'est validé ou non par la science, vrai ou faux? Voilà, c'est ça, c'est un bon résumé. Alors, il y a la petite particularité entre la première et la deuxième page, c'est qu'effectivement, sur la première page, il y a 3 traitements. Ouais. Et sur la deuxième page, on n'a plus que 2. En définitive, la première page me permettait de présenter les résultats d'un essai clinique randomisé, où là, ils avaient comparé kiné seul à acromioplastie sans suture de coiffe plus kiné à acromioplastie plus suture de coiffe plus kiné. Donc, du coup, ça m'a permis de présenter les résultats d'une manière visuelle aussi pour aider les patients à comprendre. Et en bas de la première page, ce que j'explique, c'est qu'en définitive, il y a des études qui ont montré que si on fait une acromioplastie en réparant la coiffe ou sans réparer la coiffe, en définitive, les résultats sont les mêmes. Donc, pour simplifier le choix du patient derrière, et comme, a priori en France, le plus souvent, s'il y a une chirurgie qui est entreprise, il y a une suture qui est proposée, on ne fait pas simplement une acromioplastie, enfin à ma connaissance. Derrière, il n'y avait plus que 2 options à discuter dans la balance décisionnelle. Est-ce que tu peux nous parler des résultats de cette étude, justement? Je crois que ça intéresse les patients qui sont les patients 2 ans après un choix de traitement, Oui. à savoir à quel point ils sont satisfaits, c'est ça? Oui, c'est ça. En définitive, donc sur la première page, c'est une étude qui a été réalisée en Finlande par une équipe de chirurgiens. Et en fait, ils ont pris des patients qui avaient mal à l'épaule et qui avaient un tendon de déchiré, avec une déchirure transfixion, ce qui veut dire que ça a traversé toute l'épaisseur du tendon. Et en définitive, donc, il y a un tiers des patients qui n'a fait que de la kiné, il y a un tiers qui s'est fait opérer sans réparer son tendon et qui a fait de la kiné, et il y a un tiers qui s'est fait réparer son tendon et fait de la kiné. Et donc ils les ont suivis à 1 an. Il y a eu une première publication de l'étude avec un suivi à 1 an et aussi à 2 ans. Et donc du coup, ils ont évalué tout un tas de choses. Ils n'ont pas retrouvé de différence au niveau de l'amélioration des douleurs et au niveau de l'amélioration de l'incapacité, du handicap, on va dire, lié au problème. Et ce qu'ils ont demandé, ce qui était assez sympa pour moi, pour mon outil, ils ont demandé aux patients une question assez binaire de est-ce que vous êtes satisfait de votre traitement ou pas satisfait. Et donc c'est cette donnée-là que je donne 2 ans après. Ceux qui avaient que de la kiné, 89% des patients étaient satisfaits et seulement 11% n'étaient pas satisfaits. Et si on prend l'autre extrême, sur ceux qui avaient été opérés avec le tendon réparé, 94% des patients étaient satisfaits, tandis que 6% des patients n'étaient pas satisfaits. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, il y a une différence entre ces chiffres-là. Donc, 89, par exemple, satisfaits contre 94. Le truc, c'est que quand on fait des statistiques, on s'aperçoit que si on renouvelait l'opération, en fait, il y aurait moins d'une chance sur 20, et même moins d'une chance sur 100 par rapport aux statistiques, de retrouver une différence significative entre les 2 groupes. C'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue statistique, ce que ça dit, c'est que les 2 traitements ont eu le même niveau de satisfaction pour les patients.
Après, ce qui est intéressant de noter, c'est que bon, moi, ayant lu pas mal d'articles sur le sujet pour ce travail-là, on note que la tendance est toujours en faveur de la chirurgie. Et donc du coup, ce que ça nous dit bien, alors, une façon d'interpréter plutôt, à mon sens, c'est que probablement que la majorité des patients, chirurgie ou pas chirurgie, ça fait pas de différence, mais que pour certains patients, ça peut faire une différence. Et donc le sujet, c'est pas de dire aux patients que ou de considérer nous, kinésithérapeutes, que ça sert à rien de les opérer, il vaut mieux faire que de la rééducation parce qu'on prend moins de risques liés à l'opération, par exemple. Ça reste le choix du patient, mais plutôt de dire que la direction suivante pour la recherche, ce serait peut-être d'arriver à identifier les patients pour lesquels la chirurgie fait vraiment une différence. Ouais. Trouver le sous-groupe. Oui, c'est ça. Alors, sachant qu'il y a un truc qu'on n'a pas précisé, mais les études que j'ai inclus, moi, c'est que sur des déchirures non traumatiques. Il y a des études qui sont faites sur des patients qui ont des déchirures traumatiques, et là, il semblerait que la chirurgie offre plus souvent un meilleur résultat. Ouais. Et en fait, dans la littérature, il y a beaucoup d'études où la population elle est mixte. C'est-à-dire qu'il y a des patients avec des déchirures traumatiques et des patients avec des déchirures non traumatiques. Et du coup, après, ça donne tout un tas de résultats qui sont difficiles à interpréter. Ouais, tout à fait. Voilà, en sachant qu'aujourd'hui, les recommandations, ce serait plutôt quand c'est non traumatique. Et quand on dit traumatique, pour les personnes qui écoutent, qui ont besoin de précision, traumatique, c'est vraiment un traumatisme, un choc significatif qui fait qu'on s'est fait mal et qu'on a été obligé d'arrêter notre activité immédiatement. C'est pas je me suis fait mal, j'ai réussi à continuer à faire des choses et après j'ai eu très mal le soir, la nuit, le lendemain. C'est vraiment quelque chose qui nous a fait mal sur le moment et qui fait que immédiatement on ne peut plus se servir de notre bras. Voilà, cette précision-là, elle peut être importante. C'est très bien de le préciser. En fait, une des grosses difficultés qu'on a, c'est de protéger les patients de tout ce à quoi on les a habitués. On les a habitués à faire des imageries quand on a eu ces moyens-là, parce qu'on se disait tiens que ça va nous donner la réponse. Donc les patients, si on se demande de ça, c'est parce que d'autres avant eux les ont eu, parce que eux ils l'ont eu pour d'autres problèmes avant, et donc du coup ils sont habitués à ce que ce soit la procédure habituelle, quoi. Et que quand ils vont voir des professionnels de santé, assez souvent, au lieu de les écouter, on prenait leur examen d'imagerie, on s'intéressait à ça avant de s'intéresser à eux. Moi, je me rappelle d'un des patients que j'ai vu il y a pas longtemps, quand il est arrivé, je comprends pas pourquoi mon médecin me fait pas passer une imagerie. Au moins, on saurait ce que j'ai et on saurait ce qu'il faut faire. On a habitué les gens à ce raisonnement-là. Alors maintenant, on connaît le problème de ce raisonnement-là, on essaie de faire marche arrière, mais du coup, comment accompagner les gens dans le fait de ne plus raisonner comme ça? Parce qu'en définitive, ce qu'il y a derrière, c'est que le patient, au départ, il est inquiet. Il est inquiet de ce qui lui arrive. Il est inquiet de ce qui peut lui arriver si on fait rien. Ou même si on fait des choses, comment ça va évoluer. Et il est inquiet du coup de l'impact que ça va pouvoir avoir sur sa place dans la société et sur le fait de partager des choses avec les personnes qu'il aime, etc. La prise de décision partagée, il y a vraiment des données de science qui mettent en avant son efficacité au point où il y a une revue Cochrane qui a, c'est mentionné dans l'article, hein, de Stacy et Al là, qui a conclu dans l'efficacité de cette stratégie-là, mais lorsque c'était utilisé avec ce genre d'outils. Et il y a des études qui ont montré une meilleure efficacité lorsque c'était utilisé avec un professionnel de santé. C'est-à-dire qu'il y a des outils comme ça qui sont proposés aux patients, par exemple, qui peuvent être proposés sur Internet. Et le patient se débrouille avec tout ça. Et voilà, donc ça a été étudié, hein, l'impact de ces choses-là, qui reste intéressant, mais il y a vraiment une plus-value, a priori, à ce que ça soit fait, au moins introduit, au moins discuté en séance avec un professionnel de santé. Et la question, c'est que là, ce sujet-là, il est quand même relativement précis. Et donc, d'ailleurs, il y a une section dans l'outil, là, sur la première page, où on incite le patient à nous poser plus de questions. Et en définitive, il faut quand même avoir un professionnel qui s'y connaît suffisamment précisément dans ce domaine-là. Et je pense que si c'est trop spécifique, un médecin généraliste va pas
va pas être intéressé par ce genre d'outil. Je pense qu'il peut y avoir une limite là-dedans. Ouais. Après, ça peut être déjà un outil le terme n'est pas approprié, mais de triage, où le patient qui est convaincu par l'explication rapide ne sera pas à convaincre plus tard. Si je veux être casse-pied, il ne s'agit pas de convaincre le patient. Oui, c'est un abus de langage, on va dire. Mais, non, je savais que tu me reprendrais. Ouais. Je suis désolé. Mais mais en définitive, de l'aider à capter l'information et à la prendre en considération, à l'appréhender pour ce qu'elle vaut, quoi. Merci à toi, Guillaume. Pour moi, en tout cas, c'était passionnant. C'est dans la lignée de ce que tu avais présenté au Paris Shoulder Summit, dont j'avais déjà pas mal parlé dans un podcast précédent. En fait, ce qui était surprenant, c'est qu'il y avait plein de stars et que au début, je me suis dit, oh là là, Guillaume, il doit se sentir tout petit au milieu de tout ça. Et finalement, ta présentation, elle a été clairement à la hauteur, voire même au-dessus d'une partie des présentations. Et ça s'entend toujours là dans la discussion. Vraiment, franchement, t'assures. Donc, merci d'avoir pris le temps de venir partager tes compétences. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance quand tu parles, donc avec les gens qui nous écoutent. Écoute, merci beaucoup pour ça. C'est des choses qui me tiennent à cœur de veiller à ça. Si jamais ça passe, le fait de souligner que tu ressens ça, c'est vraiment très gentil de ta part. Non, mais c'est sincère. Merci encore, Guillaume, d'être venu nous voir. On espère que cet épisode vous aura permis déjà de découvrir cet outil. On vous invite à aller voir, à regarder, à imprimer et à en discuter avec vos patients, avec vos prescripteurs et pourquoi pas avec les chirurgiens autour de vous. En tout cas, nous on a été très contents de recevoir Guillaume et j'espère qu'il reviendra bientôt nous parler de son mode d'exercice original, par exemple. Avec plaisir. Et donc on vous dit à très bientôt sur le temps d'un lapin.